Le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, a mis en place une vision, celle de la révolution de la modernité. Mais comment la comprennent les Congolais d'ici et d'ailleurs? Bienvenue, je suis Denise Mukendi. Nous sommes en République démocratique du Congo, au Bas-Congo, précisément à Matadi, avec un autre invité dans ce beau décor. Juste derrière moi, vous pouvez apercevoir le pont Maréchal. Je vous laisse suivre ce portrait. Juste après, vous aurez un reportage, enfin avec notre invité. Suivez. On pouvait rêver d'une génération où les jeunes prennent les choses en main. À ces jours, c'est le cas de le dire. On ne compte plus les scènes de l'IS après une réussite et des solutions pointent à l'horizon. La jeunesse congolaise contribue à la matérialisation de la vision du chef de l'État, car la révolution de la modernité n'est pas un slogan. Mais pour que celle-ci ne le soit plus, Joseph Kabila Kabange mise sur l'apport des jeunes. Une chose est vraie, avec le renouvellement de la classe politique qui s'avère indispensable, un signal fort, mine de rien, un souffle nouveau en vaut la peine. Et dans cette émergence des jeunes, retrouvons le jeune Modéron Timba Matono. Et oui, la révolution est en marche, le processus est en cours. Ici. Donc dès qu'un véhicule arrive, il est pris en charge par cet élément qu'on appelle catégorisateur. L'information que le catégorisateur va récupérer, donc ça c'est la partie émission, il récupère, il transfère à travers les fils ici vers la réception. C'est ainsi qu'on en a deux de part et d'autre. Maintenant, les informations récupérées à ces niveaux ici vont traverser encore un autre détecteur. C'est là où se placent maintenant les véhicules. Vous voyez les petits rectangles là, c'est un détecteur de confirmation des catégories. Donc l'information récupérée ici sera confirmée par ce détecteur et envoyée à l'ordinateur des tarificataires. Donc lui, il va regarder, parce que quand la catégorie s'affiche, elle s'affiche avec le montant. Donc parce qu'à chaque catégorie est associé un montant. Lui, il va juste récupérer l'argent, voir si c'est exactement ce qui devait être payé. S'il valide, l'imprimante sort un coupon et la barrière s'ouvre.
Donc lui, il n'a pas d'influence sur l'imprimante, pas d'influence sur la barrière. Donc tout se fait de façon automatique. L'absence d'imprimante empêche la barrière de s'ouvrir. Donc c'est l'imprimante qui donne les impulsions pour ouvrir la barrière. Et il y a encore un détecteur à la sortie de présence. S'il n'y a plus de présence, la barrière descend de soi-même. Donc il y a trop de mécanismes automatiques, mais même la présence de l'homme est toujours nécessaire parce que c'est lui qui va valider. Nous, on n'est pas dans les systèmes de banque très organisés avec des cartes où on peut faire ça, mais c'est comme ça la structure. Donc, on a toujours besoin des hommes au niveau de la qualification ainsi qu'au niveau de la maintenance. Voir comment est-ce qu'on arrive à évaluer le véhicule passé durant une journée ou dans les mois. C'est plus facile parce que nous, ici, nous ne contrôlons que les trafics réalisés par les percepteurs. Les percepteurs sont des agents que vous voyez dans les guichets. C'est eux qui perçoivent l'argent. Donc, ils n'ont pas droit à l'erreur, d'autant plus que chaque véhicule est catégorisé. Et les systèmes contiennent toutes les catégories avec leur montant. Donc, ce n'est pas lui qui fait les calculs. C'est la machine qui va calculer les montants à la fin de chaque shift. Donc, comme cette voiture, c'est une catégorie B, il y a un montant que la voiture va payer. Donc, les tarificateurs vérifient seulement la compatibilité du montant ainsi que la réalité en fait de la voiture. Parce que si c'est B, lui doit percevoir les B. Si par inadvertance, il perçoit l'argent d'un A à la place d'un B, là automatiquement c'est lui qui va payer à la fin de son shift. Parce que quand il va clôturer, la machine doit lui indiquer combien il doit verser à la caisse. Donc le montant à verser à la caisse par rapport à ce qu'il a réalisé comme trafic. Et il compare avec son physique. Si le physique est égal à ce que la machine propose, donc il n'a pas de problème par rapport à son trafic. Alors ça c'est de son niveau. Mais nous ici, il n'y a pas de problème aussi parce qu'à la fin de chaque shift, il y a une impression automatique de quel tarificateur termine. Automatiquement en quittant son compte utilisateur, nous avons une impression ici qui reprend la synthèse de ce qu'a été les trafics par rapport à celui qui est ici et aussi à celui qui est de l'autre côté. Donc nous savons voir il y a combien de A, de B jusqu'à toutes les catégories qui doivent passer pendant ces shifts-là, 6-14, ou les deuxièmes shifts qui commencent de 14h à 22h et les troisièmes shifts 22h à 6h. Ça c'est du côté base de données où on ne voit pas les images, mais on voit les résultats par rapport aux enregistrements réalisés. Maintenant, il y a toujours possibilité de contrôler parce qu'un tarificateur peut être malin. S'il y a un problème dans sa machine, il peut dire, ah ça c'est quelle catégorie? C'est K. K paye combien? 120 000. Ah, bon, je peux dire, je vais bouger comme la machine a un problème. J'ai dit que ce n'était pas 120 000, c'était 1800 francs. Comme ça, je vends les 1800. Mais il aura un problème. Parce que d'abord, il va bouger la structure du logiciel qui donne les catégories de façon automatique. Donc s'il profite comme ça, c'est lui qui aura des problèmes parce que moi, j'aurai à visualiser ici. Donc ça, c'est la partie vidéosurveillance qui fait la contre-vérification de ce qui est enregistré dans la base des données. Donc on sait voir, on avait dit à 12h27, il y avait quelle catégorie. Ah, s'il dit que c'était un B, c'est faux, ça c'est un C. Il peut dire aussi que c'était une catégorie non payante, parce qu'il y a des gratuits, des exonérés. Il peut aussi dire ça. Maintenant, on saura voir est-ce que ces trucs-là, ça appartient à des véhicules exonérés ou pas. C'est comme ça que la partie vidéosurveillance fait la contre-vérification de la partie base de données qui est pratiquement invisible. Tout se fait dans l'intelligence de l'ordinateur. Et le même système, on le trouve dans tous les péages alors? Non, ça c'est justement au niveau du pont Maréchal. Là-bas, ils étaient en train de s'organiser, je ne sais pas quel mécanisme. Je pense qu'ils sont plus vers les tonnages. Nous, les tonnages importent peu. Nous, c'est le nombre d'essieux qu'on appelle catégorie. Quand on a 6 pneus,
Grand camion 6 pneus, c'est catégorie F. Quand vous montez 10 pneus, catégorie G, ainsi de suite. Plus les essais augmentent, plus vous augmentez les catégories. Ah. Vous allez changer une fois avec le temps, bien ça va rester la même chose. Oui, je pense que ça, ce n'est pas mon avis. Les autorités peuvent toujours décider, on peut garder. S'il y a aussi des innovations, on peut toujours innover parce que la spécialisation ne manque pas. Donc ça, tout ça, c'est la fibre optique. Bien que le pays parle de... Nous étions déjà dans la fibre optique. Ça, ce sont des convertisseurs et nous savons récupérer nos images optiques et les rendre électriques grâce à nos différents convertisseurs que nous avons de part et d'autre. Ici, nous sommes au niveau du pont Maréchal, un peu en dessous vers l'ancrage, on l'appelle ancrage. Donc c'est l'endroit prévu pour les passages du chemin de fer. Donc nous sommes là pour voir comment est-ce que le projet a été conçu au départ. C'était pour permettre au chemin de fer de traverser le pont Maréchal pour continuer à rejoindre le chemin de fer parti Matadi de Kinshasa. Donc si les projets étaient achevés, ça allait être très intéressant. Je pense que rien ne s'est perdu. Avec les moyens que le gouvernement aura dans les jours à venir, nous allons voir ces projets se concrétiser sur nous. Donc chaque matin, on vient prélever. On prélève les degrés de la corrosion, d'humidité, parce qu'il ne faut pas accepter que l'humidité soit à l'intérieur ici, sinon il y aura rouille. Alors s'il y a corrosion, vous savez ce que la rouille fait de métaux. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est ainsi que chaque matin, il y a des prélèvements qui se font ici. On prélève, on amène dans l'ordinateur. Il y a un logiciel avec interface qui vous dit vous avez tel prélèvement tel jour. Quand il y a aussi des problèmes, vous êtes informés. Et le directeur de maintenance s'organise avec toute son équipe pour assurer l'entretien, la maintenance. Donc c'est comme ça que tout est suivi à la lettre. Donc on ne doit pas négliger cet aspect des choses. L'humidité et corrosion, c'est vraiment un danger pour les métaux. Donc comme cette partie est essentiellement constituée de métaux, avec des tirants, câbles que nous avons, c'est ainsi qu'il y a cette protection, cette mesure de protection. Comme je voulais vous l'annoncer, nous sommes avec notre invité, M. Modéron Timba Matondo. Bonjour. Bonjour madame. Donc merci de nous recevoir ici au Bas-Congo, précisément à Matadi. Comme on vient de le montrer dans notre portrait, parlez-nous un peu de vous. Comment est-ce que vous vous définissez en tant que personne? Merci. En tant que personne, je suis président Timba Matondo Modéron. Je suis directeur général de l'OEBK. L'OEBK qui voudrait dire l'organisation pour l'équipement Banana à Kinshasa, qui est un service public de l'État sous la tutelle du ministère des Transports et Voies de Communication. Me présenter largement, Modéron Timba, connu dans le Bas-Congo. Récemment, j'étais ministre provincial de 2010 à 2013. J'étais ministre provincial en charge des affaires foncières, du travail, la prévoyance sociale, presse et nouvelles technologies du gouvernement provincial du Bas-Congo avec les gouverneurs
Mati et vice-gouverneur Nkusu. Aussi, ministre intérim durant les 3 années de la jeunesse, sport, culture, art. De 2007 à 2010, j'étais maire de la ville adjoint de Matadi, maire intérim de Matadi, donc chef-lieu du Bas-Congo, dans ma territoriale. Avant ça, j'étais chargé d'études de planification, donc conseiller au cabinet du gouverneur, où j'ai pu travailler avec 3. Donc, le gouverneur Tsassa, le gouverneur Mbadou, le gouverneur Mbachi, et voilà, après les élections, j'ai été nommé à la tête de l'OEBK, où je suis à présent. Parlez-nous un peu de l'OEBK. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? L'OEBK, c'est un service public du gouvernement central, bien sûr, qui s'occupe du grand projet de la zone portuaire des Bananas. Cela veut dire le projet du port en eau profonde des Bananas. Auparavant, l'OEBK faisait partie de ce qu'on appelle la zone franche d'Inga. Cela veut dire une zone où le gouvernement de l'époque pensait à développer avec des infrastructures fortes. Donc cela veut dire une unité de production de l'énergie à Inga et qui a comme un corridor industriel de Matadi jusqu'à Banana avec des usines de production et l'évacuation se ferait sur le grand port du Banana. Non pas seulement ça, l'OEBK a aussi les projets rail, cela veut dire les projets rail Banana Matadi pour connecter les réseaux ferroviaires Matadi-Kinshasa à l'embouchure du fleuve Congo. L'OEBK gère ces projets dont les études se trouveraient ici dans le milieu. Donc voilà ce qui est comme OEBK. Ça du côté projet. Côté exploitation, l'OEBK exploite, cela veut dire le péage sur le pont Maréchal. Et les fruits de ces péages sont affectés au fonctionnement administratif et à la maintenance du pont Maréchal, qui est une des infrastructures qui fait la fierté du pays. Vous savez que c'est l'unique en Afrique centrale. L'OEBK, hors la maintenance, a aussi un grand patrimoine immobilier et foncier que nous gérons au nom de l'État congolais qui nous est donné maintenant. Voilà un peu l'OEBK. Et au jour d'aujourd'hui, le plus grand projet que l'OEBK dirige, c'est l'actualisation des études sur les ponts, sur le port en eau profonde de Banana. On a remarqué que vous avez déjà commencé à utiliser la fibre optique depuis 2009. Pourquoi il n'y a pas eu une publicité tout autour de ça? Parce qu'aujourd'hui, la fibre optique, on ne parle que de ça depuis l'atterrage il y a quelques jours. La fibre optique chez nous, c'est dans le cadre des circuits internes. Mais la fibre optique du gouvernement, avec le centre d'atterrage de Mwanda, ne sera pas gérée par l'OEBK, c'est l'OCPT, qui est aujourd'hui la CSTP. Donc, le centre d'atterrage de Mwanda, c'est un centre d'atterrage qui a été inauguré. D'ailleurs, j'aimerais bien les dire, donc c'est l'aéroport international des nouvelles technologies. Donc tout ce que nous avons de l'extérieur passera par ce centre d'atterrage et connectera le Congo vers l'étranger à une vitesse de la lumière du jour. Donc c'est quelque chose de grand que les Congolais n'ont pas encore senti, parce que jusque-là, ils n'ont pas encore vu un changement dans leurs téléphones et ordinateurs. Mais bientôt, lorsque toutes les sociétés vont se connecter dans ces réseaux, et nous serons à la même hauteur que les autres pays développés. En parlant de ces réalisations, ça rentre beaucoup plus dans la vision du chef de l'État congolais, la révolution de la modernité. Vous, en tant que Congolais, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces Congolais qui sont d'ici et d'ailleurs pour qu'ils puissent comprendre? Comprendre, vous savez, au jour d'aujourd'hui, vous parlez de la modernité. Ceux qui ont vécu à Matadi savaient que les ponts Maréchal, les péages étaient manuels. Au jour d'aujourd'hui, vous avez les systèmes informatiques du pont Maréchal. C'est un grand œuvre qui nous a été laissé par le maréchal Mobutu, mais ce pont est maintenu
au jour d'aujourd'hui grâce à la technicité des Congolais formés au Japon. Ça aussi, j'allais oublier de vous dire. Nous avons les partenariats avec la JICA. Donc, cela veut dire la coopération technique japonaise qui nous apporte sa contribution dans la formation de maintenanciers du pont. Les ingénieurs, de temps en temps, vont au Japon pour être recyclés et pour les jeunes d'être formés pour la maintenance du pont. Vous savez que ce pont, son ancrage a la même hauteur que les bâtiments sous-Acom de Kinshasa. Donc c'est quelque chose que nous célébrons. Nous avons fêté dernièrement les 30 ans du pont Maréchal. C'est les fruits de dur labeur des Congolais. Donc cela veut dire, d'abord c'est les fruits de la coopération nippon-zaïroise de l'époque et maintenue par les Congolais d'aujourd'hui. Et nous disons la dose de la modernité au jour d'aujourd'hui, l'OEBK, le péage de l'OEBK apporte sa contribution aussi pour la réhabilitation de la route Boma-Matadi qui est en mauvais état. Et nous avons aussi un bureau d'études qui est à la disposition du gouvernement via le ministère des Transports. C'est pour cela que l'OEBK mène les études sur demande du gouvernement. Les études de chemin de fer Kisenso-Kimbanzeki. Kinshasa, vous le connaissez bien. À l'est de Kinshasa, vous avez les chemins de fer Kitambo jusqu'à l'aéroport d'Indile, via la Gombe, Massina. Et de l'autre côté, nous disons, nous voulons aussi connecter les chemins de fer qui viennent de Kasangulu, passent par Kisenso et atteindre Kimbanzeki vers Kingasenasuka par chemin de fer. Ça aussi, c'est un projet OEBK. Parlons politique, vous avez été dans l'ancien gouvernement, ici au Bas-Congo, et vous êtes encore dans le nouveau parce que vous occupez une fois de plus un poste dans l'entreprise publique. Quels sont les acquis pour cette province et qu'est-ce qui reste à faire? Vous savez, les acquis de la province, c'est la position stratégique du Bas-Congo. Bas-Congo, c'est l'ouverture du Congo vers le monde. C'est à travers le Bas-Congo que le Congo a l'ouverture vers l'Europe, l'Occident, l'Orient, donc par notre bief maritime qui commence de Matadi à Banana à l'embouchure du fleuve Congo. Bas-Congo, c'est l'unique lieu où on a l'océan Atlantique qui donne la position actuelle où on mettra les ports en eau profonde. C'est ça les avantages du Bas-Congo. Dédé, Bas-Congo a toutes les infrastructures, cela veut dire pour faire circuler le bien et matériel de première nécessité. Vous avez les chemins de fer au Bas-Congo, vous avez la route nationale, vous avez les biefs maritimes. Et aujourd'hui encore, il y a un grand aéroport qui est en train d'être construit à Roma, l'aéroport de Lukambi, qui sera un aéroport international. Le Bas-Congo a apporté naturellement, de par sa position, beaucoup des atouts vis-à-vis de la République et de facilité. Le Bas-Congo touristique aussi existe. Donc, nous sommes l'unique province qui a la côte, cela veut dire un grand plage de Tondi. Nous avons le Baba de Stanley de Boma, ici Vivi, Banzango, visiter les grottes, jardin botanique, les sites des Zongo, Inga, aujourd'hui vous avez visité les ponts Maréchal, ça c'est le Bas-Congo touristique. Et n'oublie pas, même dans les ponts, on a des recettes touristiques, des gens qui visitent, qui payent les fameux jetons de traversée du pont. Donc nous disons Bas-Congo a tous les atouts. Le gouvernement provincial, je ne commenterai pas trop, vous savez, je suis de l'équipe sortante. Maintenant, je dépends du gouvernement central, où j'ai comme titel le ministère des Transports et Voies de Communication. Et étant donné que les gens qui nous ont remplacés n'ont pas encore fait une année ou 6 mois, il est très tôt à apporter un petit commentaire là-dessus. Je ne pense pas comme un slogan, parce que, madame, vous habitez l'Europe. Nous ne voulons pas faire la comparaison. Mais là où il y avait 0 et que vous avez 1, c'est une différence.
En quittant l'aéroport Lindjini pour atteindre les centres-villes, vous avez vu l'élargissement de la route. Vous n'avez pas la chance, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Les gens ne pensent qu'à Kinshasa, d'aller visiter l'aéroport de Lukandu qui est en train d'être construit à Boma. Vous aviez, je vous cite les cas d'Ibakongo, il y a 2 semaines passées, il est allé inaugurer les centres d'atterrage de la fibre optique à Banana, qui nous a permis à rejoindre le réseau WAX. C'est un projet qui coûte des millions de dollars. Ça a coûté des millions à la République. C'est pour permettre aux citoyens de la République d'avoir l'accès de l'Internet à haut débit. Non pas seulement de l'Internet, mais l'accès aux nouvelles technologies. Ça, c'est quelque chose qui apporte la modernité. Ça n'existait pas au Congo. Aujourd'hui, nous sommes dans un réseau de 14 pays où facilement vous pouvez faire des échanges dans les systèmes data. C'est un apport de Joseph Kabila. Et gloire à Dieu, au jour d'aujourd'hui, il a un Premier ministre qui prouve qu'il est dynamique, qui est aussi un membre de la majorité présidentielle et du PPRD, le Premier ministre Matata, dont l'efficacité n'est pas à démontrer. Donc, je n'aborderai pas trop du côté économique, dont lui-même est très spécialiste. Vous avez les domaines des transports. Disons-nous quand même des choses. Vous reconnaissez encore l'époque Transam, City Train. Et au jour d'aujourd'hui, grâce au gouvernement, nous avons la société qu'on appelle la Société des Transports, nouvellement lancée par le ministre des Transports, Kanumba, la Société Transco. Vous avez de l'autre côté l'impulsion aussi de la ville urbaine de Kinshasa qui a fait des commandes. Vous savez, si le bon Dieu a pris 7 jours, il est omnipotent. Il a pris 7 jours pour créer son univers à lui, où nous vivons. Et pourquoi pas un programme politique puisse suivre les détails mis dans les projets de la modernité de la RDC. Donc nous disons coup de chapeau à ce que le gouvernement est en train de faire. Nous apportons tant soit peu notre pierre dans la reconstruction du pays. Les choses bougent sur le plan administratif parce que la République ne change pas, non pas seulement physiquement. La République, c'est aussi des textes. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui, la réforme de la police, la réforme de l'armée, pour répondre à toutes ces questions de sécurité à l'est de la République, c'est aussi un travail. L'arsenal juridique de la RDC n'avait pas bougé durant 32 ans, parce que nous étions sous la dictature. Et aujourd'hui, la République doit mettre en conformité les lois de la République et les mondes modernes d'aujourd'hui. C'est aussi un travail, élaborer des lois. Et là, nous disons coup de chapeau au président de l'Assemblée, qui les fait avec efficacité. L'honorable éminent. C'est aussi un travail. Le ministère de l'Intérieur, où vous trouvez le ministre de l'Intérieur faire le parcours de la RDC pour sensibiliser en matière de la décentralisation, c'est quelque chose que nous devons connaître. Je suis aussi né dans la Deuxième République. Il y a des amis qui n'aiment pas qu'on parle de cette gestion. Mais tout n'était pas bien en termes de valeurs républicaines. Les textes, l'homme, au jour d'aujourd'hui, on ne vous demanderait pas la réforme de la police. Vous avez vu la police de proximité. Tant soit peu les gens crient des Koulouna, tout et tout, mais nous pensons, nous avons aujourd'hui une capitale la mieux sécurisée de l'Afrique centrale. Ce qui se passe aujourd'hui à Bangui, à Kinshasa, il n'y en a pas. Ce qui se passe tous les jours à Luanda, à Kinshasa, il n'y en a pas. Disons-nous les choses claires. Nous crions parfois trop et nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, tant soit peu, le gouvernement de Kabila travaille sur l'amélioration de la vie de la société. On n'a pas besoin de faire de grands discours, mais nous pensons ce que nous posons comme acte. Lorsque je vous parle de l'atterrage, au secteur des transports, là où moi-même je suis, nous venons de relancer l'actualisation des études d'Astan de 74. Vous savez que les ponts maréchal,
n'a pas été créé pour aider les gens du bas fleuve et passer de l'autre côté. Le pont Maréchal, c'est un pont spécial, route, rail. Et qu'en lisant les documents ici dans mes bureaux, en 1974, le gouvernement avait déjà, de l'époque Zaïre, signé, non pas seulement pour les ponts, mais pour les chemins de fer, de Banana à Matadi. Un dossier signé en bonne et due forme avec le gouvernement japonais, mais exécuté partiellement par un pont, coup de chapeau, mais l'autre partie du projet. C'est ça le problème aujourd'hui. Lorsque les gens pointent Kabila, lorsqu'il dit au Bakomo, il faut aller visiter les barrages de Zomodé, 300 millions de dollars. Ça s'est construit. Les barrages qui vont nous aider à réduire ce qu'on appelle les délestages. Vous savez, les programmes d'électricité, ceux qui nous suivent, ont suivi Morsi avant son départ. Comment est-ce qu'il a chargé le Tchad par rapport aux eaux du Nil? La guerre de l'énergie. Et nous, les Congo se préparent. Malgré les grands INRA, le chef de l'État a encore relancé le projet Zomodé qui est en construction, construit par la société chinoise China Railways, comment est-ce qu'on appelle encore la société? La société chinoise Sino-Hydro. Voilà. J'ai été là-bas moi-même. De l'autre côté, la valorisation de la personne humaine. Mais pourquoi on ne parlait pas du renouvellement de la classe politique? C'est aussi un atout. La création d'une classe moyenne. Pardon, je ne suis pas ici d'une grande famille politique. Mais qui ne savait pas qu'à 3 décennies, on ne voyait que le même nom. Il faut aussi investir dans les ressources humaines. Toutes ces banques qu'on est en train de voir piler à Kinshasa, ils ne viennent pas parce qu'il y a la crise à Kinshasa, parce qu'il n'y a pas d'avenir. Madame, vous visitez le long du boulevard du 30 juin, comptez le nombre de banques. Les banques ne viennent pas là où ça ne marche pas. Les banques viennent là où il y a l'avenir et là où il y a quelque chose à faire. Cela veut dire que les Congo marchent. Ce que nous dénonçons beaucoup plus, c'est le pessimisme du Congolais. Et ce pessimisme gagne de plus en plus nos frères et sœurs de la diaspora à ne pas croire à l'avenir de leur pays. Mais nous disons non, ce n'est que des doutes. Il n'y a pas longtemps, je vais parler de ça à la télé, vous m'avez parlé si j'ai été dans telle ville, non. Je suis cadre universitaire congolais formé au Congo. Bien sûr, on a des stages d'amélioration des capacités, mais nous sommes là. Je travaille au Congo. Je n'ai pas été recommandé. Je militais. Je ne suis pas Katangé. Je suis du Bas-Congo. Voilà. C'est ça aussi d'autres valeurs à vendre. Mais pourquoi ne pas parler aujourd'hui de la valorisation de la femme lorsque le gouvernement actuel, la politique actuelle de Kabila ne classe plus une femme comme bureau? Qui oublie qu'à ma campagne, il y avait des premiers bureaux? Je ne vais pas citer, sinon nos amis seront lésés. Il y a des cités créées à Kinshasa où on mettait les deuxièmes bureaux. Vous voyez? Proprement, on appelle deuxième bureau. Vous ne trouverez pas ça dans le système Kabila. Où la femme est officiellement des réceptions. Ça aussi, c'est des valeurs négatives qui est ramené le Congo au jour d'aujourd'hui où nous sommes. Nonobstant, Kabila est là, il a travaillé et la République va continuer. Nous sommes là, nous sommes de la majorité, nous travaillons pour appliquer ses idées et sa vision afin d'apporter un changement. Madame, le Congo ne date pas d'aujourd'hui. Revenons à l'histoire actuelle seulement, avant qu'on arrive à tous ces présumés changements constitutionnels ou quoi. Les concertations nationales, d'où viennent les concertations nationales? Ce n'est pas parce qu'il y a ces mandats Kabila. Mais nous venons d'où? L'AFDEL, l'assassinat du musée, il y a eu des rébellions par-ci par-là, RCD, MLC. Nous sommes allés à Lusaka pour finir à Sun City avec un accord 1+4. Transition,
Après la transition, nous sommes allés aux élections avec l'accompagnement de la communauté internationale. Un président avec une coalition, Bizenga passe. Mais malgré ça, les Congo pensaient démarrer sur des bases démocratiques avec des relations bilatérales avec nos voisins. Ça n'a pas marché. Nos voisins de l'Est ont resté avec le goût de nous ramener toujours des guerres. Disons-nous la vérité, toutes les guerres qu'on a eues au Congo, cela dépendait de nos voisins. Nos voisins, cela veut dire, nous avons la coalition du Rwanda, Ouganda et le Burundi de l'époque. De l'autre côté, nous avons aussi des milices étrangères, les ADF NALO, vous connaissez toute la liste des milices et groupes armés, classés parmi les groupes terroristes même, par la CIA. Ça se passe où? Au Congo. Quelle période? Deuxième mandat de l'élection du président Joseph Kabila. C'est un problème national. Vous avez de l'autre côté, c'est la première élection organisée par notre République avec l'argent du gouvernement. Sans apport considérable de l'extérieur. On a eu les députés nationaux élus, le président de la République élu au suffrage universel. Les 5 années de 5 chantiers ont démontré la volonté de Joseph Kabila de mettre le Congo sur les sérails du développement. Mais le Congo, c'est 60 millions d'habitants. Le Congo, c'est un sous-continent. Et lorsque le chef de l'État pense pour que la paix revienne dans l'ensemble, pour que certains problèmes se règlent entre Congolais, de convoquer des concertations nationales, cela doit donner des idées. Et surtout que c'est dans ses prérogatives constitutionnelles de convoquer les concertations nationales. Il n'y a aucun problème. Et c'est au Congolais, même s'il faut retoucher à la Constitution, cela ne viendra pas de Joseph Kabila. C'est le peuple. Et comme ce n'est pas encore dans ses idées, il ne faut pas donner à ses idées des jambes. Donc nous disons, partons à la concertation nationale. Et de la concertation nationale, les Congolais vont se dire la vérité pour résoudre ne fût-ce que vos problèmes. Je vous considère beaucoup plus de la diaspora, ne fût-ce que ces problèmes de la diaspora. Et les recommandations sortiront. Vous pensez pour toucher à la Constitution, il faut nécessairement aller toucher le mandat du président. Mais il se pose un sérieux problème de double nationalité au Congo. Vous avez des gens dans des familles à Kinshasa, lorsqu'on les informe, Ndegonao Zumikanda va fêter. Mais Ndegonao Zumikanda, c'est en Lingala. Ça veut dire quoi? Que ton frère a changé de nationalité. Il a le droit de vivre ailleurs. Et le jour où ce monsieur aura besoin de venir au Congo, ce monsieur devait passer par nos ambassades. Et il y a des familles qui traînent en Europe, qui sont même découragées de revenir au Congo parce que l'exclusivité de la nationalité. Ça, je le dis d'une manière personnelle. Ça, c'est que j'aborde. Pas seulement la communauté congolaise en Europe. Mais moi, j'ai passé ma jeunesse à Boma. Presque 10 à 15% de la population de Boma sont venus de l'Angola, de la guerre de 75. Ils sont nés, grandis chez nous au Congo. Et n'accepteront jamais aller en Angola. On les appelle des régressables. Mais ils veulent comment vivre et en Angola et au Congo. Et si vous comptez le nombre de voisins, combien de voisins sont restés avec l'aspect double nationalité? C'est aussi un problème. Donc la révision constitutionnelle ne viendra ni de Joseph Kabila, mais la révision constitutionnelle, si il faut le réviser, un jour viendra du peuple lui-même. Donc c'est un faux débat. En parlant de la diaspora, nous avons vu avec l'expérience de notre pays, la diaspora est une force. Aujourd'hui même en République démocratique du Congo, la diaspora quelque part agit en secteur informel. Quel message
avez-vous à tous ces Congolais qui sont à l'étranger, qui hésitent encore à revenir au pays? D'abord, le message, d'abord, merci. Nous disons merci parce que la diaspora, ce qui est vrai, apporte quand même quelque chose d'important, non pas à notre économie, notre société. Nous pensons que nous ne pouvons pas prendre notre diaspora très spéciale parce que nous ne sommes pas l'unique pays. Ça aussi, c'est un problème. Nous avons, par exemple, au Mali, où la diaspora est presque la troisième ressource du pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont organisés au sein d'une institution qu'on appelle l'Organisation des Maliens de l'étranger, comme ça. Et il y a même un ministère. Mais au jour d'aujourd'hui, peu importe la position de la diaspora, d'abord l'organisation. Dans des structures de base qui va leur permettre d'être en contact avec la République, le gouvernement de la République qui est à Kinshasa. De prendre en considération ce que la diaspora demande par rapport à leur survie et à nos concitoyens du Congo démocratique. Donc la diaspora apporte. Nous tous, on a bénéficié de l'argent venant d'un frère, d'un ami. Et le vice-versa, au jour d'aujourd'hui aussi, c'est fait. La crise de l'Europe fait en sorte que même la classe moyenne congolaise retourne de l'argent pour des frères et amis qui sont aux études à l'étranger. Mais ce que nous pouvons demander à la diaspora aujourd'hui, c'est de structurer leurs organisations et d'entrer en contact formel. Parce que le problème d'aujourd'hui, c'est de penser toujours que vos idées seront rejetées. Ce qui n'est pas bien. Ailleurs, ils s'organisent. Mais lorsqu'on est en train de parler de la révision constitutionnelle, les gens crient. Et ce n'est pas le problème du président. Il a son mandat, le mandat de Kabila prendra fin, la République va continuer. Et la République va continuer. Mais la diaspora au jour d'aujourd'hui, pour que demain, vous ayez des députés de la diaspora, votés par nos communautés par-ci, par-là, il faudrait qu'on change des lois. Ça ne viendra pas du paradis. Et pour qu'on prenne en considération les remarques et l'apport de la diaspora sur le plan institutionnel, il faut vous organiser. Au jour d'aujourd'hui, je dirige un projet de port en eau profonde. Nous avons besoin de l'apport de la diaspora parce que nous avons des frères formés en management des ports, en gestion, en construction. Il ne faudrait pas que les recrutements passent dans des bureaux que les Congolais ne maîtrisent pas eux-mêmes. Nous disons d'abord l'organisation et la prise de contact. Si même au Congo, entre les belligérants s'entendent, mais pourquoi pas nos frères de diaspora s'organiser au lieu d'utiliser chaque fois la violence, mais de venir aussi d'apporter leur voix. Mais lorsqu'on parle de concertation, je pense que ces concertations donneraient une ouverture à la diaspora de venir exprimer leurs desiderata pour l'avenir du Congo. C'est ça la diaspora. Moi, si j'ai un pas, ou si j'aurais la chance de l'exprimer devant la diaspora, c'est ça, l'organisation de la diaspora. Si je vous posais en des questions, qui est le guide de la diaspora congolaise à Bruxelles, à Paris, c'est ça. Et la définition aussi de leurs objectifs. Que fait la diaspora aujourd'hui? Ce que nous faisons aujourd'hui, je ne sais pas. Mais les rapports, eh bien, c'est considérable sur le plan société. Mais les rapports institutionnels dans la démarche démocratique que le pays est en train de mener est aussi obligatoire, mais par des canaux officiels exprimés. Ils ont droit d'exprimer leurs ambitions, ils ont droit de donner leurs idées. Mais on ne s'exprime pas non pas seulement dans un parti politique, même dans une structure de la société civile, dans ma maison. Malheureusement, je ne suis plus ministre, je suis dans une entreprise. Moi, au jour d'aujourd'hui, ce que j'attends de la diaspora, d'abord, l'apport en tant qu'humain, donc ressources humaines, être formé à l'étranger
et retourner travailler comme cadre dans son pays. Le boom minier qu'on a eu au Katanga, eh bien, vous pensez que dans la diaspora, on n'a pas des ingénieurs en métallurgie qui travaillent en Afrique du Sud. Entrez en contact avec votre ambassade. Discutez. Tout n'est pas mauvais au Congo. Je vous avais bien dit, mes anciens collègues me regardent. J'ai étudié au Congo. Ça fait 8 ans que j'ai des fonctions au Congo. J'ai milité. Donc, le Congo a de l'avenir. Dernière parole à la diaspora, le Congo a de l'avenir. Venez contribuer à l'émergence du Congo. En parlant du Congo, la guerre qui sévit à l'est du pays, la diaspora dont vous êtes en train de parler ne comprend plus rien. Le gouvernement est à table avec le M23. Le M23 qui crée des paniques à l'est du Congo. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous un peu, donnez des solutions. Parce que là, on ne comprend plus rien. La guerre à l'est du Congo, c'est défini, une réponse par rapport à la guerre à l'est du Congo, les gouvernements par-ci par-là. Je vous dirais seulement de vous référer aux paroles du chef de l'État, qui leur amènerait sur la table toutes les solutions, diplomatiques, militaires et politiques. Voilà, si vous prenez les 3 réponses, vous verrez que sur le plan diplomatique, il y a des pourparlers. Sur le plan militaire, il y a des offensifs. Et sur le plan politique, il y a des concertations. Donc, la guerre prendra fin. Si la guerre des Corées a pris 50 ans, chez nous, ça ne prendra pas 50 ans. Parce que la machine est en marche pour mettre fin à toutes ces guerres. Je n'ai pas trop de commentaires là-dessus. En revenant dans des bonnes nouvelles, Madame Marie-Olive Lemé-Kabila, qui est la première dame du Congo, vient de faire un geste, allouer une initiative vraiment très très bénéfique à des nécessités au niveau des Buis-Bois. En tant que jeune Congolais, quel sentiment avez-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? À chaque fois qu'elle pose un acte social, un acte, je peux dire, un acte humanitaire, ça me marque. Vous savez, Maman Olive est très impliquée dans l'humanitaire à travers son ONG Initiative Plus. Au jour d'aujourd'hui, il a démontré, sans faire trop de bruit, on ne devait pas attendre seulement des fondations internationales pour apporter de l'aide dans le milieu le plus aride, s'il faut le dire, dans les milieux les plus reculés, les plus sous-développés du Congo. Elle a pris des mamans de Kingabwa, des mamans Bipupura, pour les ramener dans des maisons dignes. Je pense que c'est un coup de chapeau. C'est un acte très humanitaire et nous encourageons beaucoup de Congolais et Congolaises qui ont des moyens à les faire, à les suivre. Et l'amour fait aussi partie de la vie sociale d'un pays. Je pense. Là, c'est dans ses prérogatives comme présidente de l'Initiative Plus, une ONG qui focalise ses énergies dans l'encadrement de plus de Monsieur Modéron Timba Matondo, nous vous remercions. Madame, je vous remercie. Et oui, comme je vous le dis souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Reflet Monde, c'est terminé pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier l'équipe technique de Kinshasa. Suivez cette émission sur la radio-télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. Vous l'avez loupé, c'est pas grave. Suivez-la sur notre chaîne câblée Dorao TV ou sur www.oneovision.com dans notre rubrique Écho d'Europe ou soit sur Oneo TV ou sur notre live streaming ou sur notre chaîne câble Dorao TV, grâce à la maison de production Oneo Vision. En Belgique, suivez cette émission sur www.fongolamatoi.net grâce à notre maison de production Loop Factory. Je vous dis au revoir et à bientôt.